Mes chers amis, de Montbéliard, du Doubs, des départements voisins, mes chers amis de Franche-Comté, merci d'avoir répondu présent pour la deuxième réunion publique de cette campagne des élections européennes. Merci de participer à la dynamique, je dois dire, inédite qui nous porte et dont vous êtes partout en France les militants et les diffuseurs enthousiastes. Je tiens tout d'abord à remercier tout particulièrement ceux qui jouent ce soir à domicile et qui me font l'honneur de m'accueillir. Je pense à notre courageuse députée Géraldine Grangier, je pense bien sûr à nos députés des départements voisins, Christophe Benz, que j'aperçois, qui vient d'un petit peu plus loin, Daniel Grenon, Aymeric Salmon, Antoine Villedieu et bien sûr Julien Audoul. On me dit également que notre délégué départemental d'Alsace est dans la salle. Et je voulais, mon cher Christian, puisque c'est un jour un peu particulier, te souhaiter un très bel anniversaire. Merci pour ta présence, mon cher Christian. Et merci à nos amis alsaciens. Y a-t-il plus d'Alsaciens? Ah oui, quand même. Mes salutations amicales et chaleureuses, enfin à celui qui a accepté d'être notre troisième de liste et qui a eu le courage de s'engager avec toute sa force, avec toutes ses convictions, notre ami Fabrice Leggeri. Bienvenue dans la famille. Dans cette campagne qui commence, je ressens chez vous, mes chers amis, de la gravité et de la ferveur. De la gravité parce que vous savez mieux que personne l'importance de ces élections européennes du 9 juin. De la gravité parce que la France approche de l'heure du choix. De la gravité parce que les difficultés du quotidien comme les défis qui se posent au pays sont chaque jour plus grands. Malgré ce contexte trouble, il y a aussi, je le sais, de la ferveur. Il y a chez nous de l'optimisme. Il y a la joie de participer à cette grande aventure qui nous porte, celle qui conduira, j'en suis certain, au sursaut et celle qui mènera, j'en suis convaincu, au redressement de notre pays, la France. La joie et l'optimisme de bâtir l'alternance, de préparer l'après-Macron et bien sûr, puisque c'est notre sujet ce soir, de construire l'Europe de demain. Ouais, mais vous n'allez pas me le faire à chaque fois, en fait. L'un des plus grands intellectuels français, Paul Valéry, je vais revenir à Paul Valéry, a eu cette formule limpide. De tous les actes, le plus complet est celui de construire. Il y a dans cette campagne qui s'engage une joie de construire, face à des adversaires politiques animés par la volonté de tout déconstruire et je dirais même de tout détruire. Attendez, j'ai rien dit encore. Face à des adversaires, mes amis, qui ne font campagne que dans le dénigrement, l'attaque, l'insulte, l'injure, nous avançons fièrement. Alors à nouveau, je vous laisse ce soir très solennellement et très chaleureusement vous dire merci de faire campagne à mes côtés et pour tous les Français qui nous font confiance chaque jour davantage.
Une fois n'est pas coutume, mes amis, je suis venu ce soir, ici, vous parler de la France. Je suis venu vous parler des Français. Nous sommes ici à Montbéliard, dans le berceau des automobiles Peugeot, et dans une ville mondialement connue pour son marché de Noël. Nous sommes sur des terres de travail, mais aussi d'art et de gastronomie. Un département qui illustre toute la diversité du génie créatif français, un génie fertile qui s'épanouit aussi bien dans les arts de la table que dans l'impuissance de l'industrie. Dans notre pays, la France, le patrimoine n'est pas une chose inerte. C'est une réalité vivante et vécue, transmise de génération en génération, enrichie dans la fidélité à l'esprit français. Et puisque l'on parle d'esprit français, permettez-moi de rappeler qu'à 1 heure de route ici, l'un de ses plus grands représentants est né. C'était à Besançon en 1802. Comme il l'écrira lui-même, ce siècle avait 2 ans. Je parle bien sûr de notre grand écrivain français Victor Hugo. Un écrivain profondément national et pourtant si universel. On lit du Victor Hugo dans le monde entier. Victor Hugo fait rêver les enfants d'Amérique, du Sud, des États-Unis, d'Asie, comme les petits Français avides d'aventure et de beauté. Victor Hugo, c'est l'incarnation de ce verbe français, puissant et rebelle, que le monde entier respecte et envie. Victor Hugo, c'est la preuve que la France plaît au monde quand elle ne se trahit pas, quand elle ne cherche pas à être une autre. C'est la preuve que la France réussit dans le monde quand elle demeure elle-même. Aucun pays ne réussit en se reniant ou en ayant honte de lui-même. Voici donc la leçon que nos dirigeants devraient avoir en tête. La France, mes amis, c'est aussi bien un pays d'ouvriers que de grands chefs étoilés, un pays de découvreurs et de défricheurs, une nation d'invention et d'ambition, une nation de militaires et de poètes. En réalité, il n'y a pas de domaine qui soit interdit au génie de la France. Le génie français... Allez-y, si vous voulez applaudir. Ne vous gênez pas. Le génie français, c'est aussi cette liberté de parole et de pensée qui a longtemps été notre marque de fabrique, qui a fait notre force intellectuelle et qui se réduit sous les attaques d'un gouvernement macroniste aux abois et d'une gauche de plus en plus sectaire. Je pense à la réduction du temps de parole de Philippe de Villiers sur CNews, par exemple, aux récentes attaques indignes et antidémocratiques de ceux qui veulent tout bonnement interdire cette chaîne car sa liberté de ton dérange. Je pense à la mise à l'écart d'un journaliste du service public qui a commis le crime extrêmement grave, inexcusable, tenez-vous bien, le crime d'avoir un jour discuté avec moi hors antenne. La Macronie nous a déjà fait plus ou moins entendre que prendre des selfies avec nous constituait quasiment un délit. C'est maintenant un crime de nous adresser la parole hors antenne. Ça n'est pas cela, la France. La France, ça n'est pas la censure. La France, ce n'est pas le conformisme d'une pensée unique. La France, ce n'est pas l'interdiction préalable de l'expression. La France est un pays de liberté et nous entendons, nous, au Rassemblement national, qu'elle le reste pour toujours. Au fond, mes amis, dans ces élections européennes, nous sommes les garants de toutes ces libertés, à la fois si françaises et si européennes. Le choix que feront les Français ce 9 juin est clair. L'Europe des nations face à l'Europe de Macron. La liberté face à l'asservissement. Le sursaut, l'esprit de puissance et de conquête que nous portons, ou bien la défaite, le délitement et la résignation que porte la Macronie. Pendant 7 ans, mes amis, Emmanuel Macron aura fragilisé la France à l'intérieur et éteint sa voix à l'extérieur. Et dans cette œuvre sombre, il aura été épaulé, il faut bien le dire, par la Commission européenne
de Bruxelles. Main dans la main, le gouvernement et la Commission œuvrent ensemble à la dépossession et au déclassement du peuple de France. La dépossession, c'est cette forme de déclin de notre civilisation qui conduit notre pays à supporter un niveau record d'immigration et d'insécurité, à voir s'effacer peu à peu son art de vivre, son identité, sa civilité et sa tranquillité. Le déclassement, c'est ce sentiment d'impuissance qui conduit les générations actuelles à se dire qu'elles vivront peut-être moins bien que les précédentes. C'est cette frustration de voir que les efforts fournis ne sont pas récompensés comme ils le méritent. Laissez-moi d'abord évoquer la dépossession. Aux portes de notre continent, 2023 a été la pire année sur le plan migratoire depuis 2016. Et tenez-vous bien, sur les 2 premiers mois de l'année 2024, personne n'en parle, le nombre d'arrivées de migrants entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe a augmenté de 541%. Notre pays, la France, mes amis, fait face chaque année à une submersion migratoire incessante qui bouleverse les grands équilibres de notre société et vient gonfler un à un tous les indicateurs de l'insécurité. Insécurité d'un côté, immigration de l'autre, les 2 variables ont atteint année après année des niveaux records sous Emmanuel Macron. Chaque jour, nos compatriotes souffrent du délabrement d'un État qui ne se fait plus obéir, comme de la décomposition d'une France qui ne se fait plus respecter. Nous le voyons dans nos banlieues d'abord, comme cette semaine, il y a quelques jours, à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, où le commissariat a été la cible pendant plusieurs heures d'attaques de projectiles, de tirs de mortier adressés par des bandes de cité. Vous le savez, je connais bien La Courneuve et je connais bien le département de la Seine-Saint-Denis. La Courneuve, c'est ce département du 93 où j'ai grandi et qui fut pour moi le point de départ de mon engagement politique. Il a été mon quotidien et celui de ma famille. J'y ai vu des années durant une violence qu'aucun Français ne devrait jamais subir sur le sol de France. Une violence du quotidien qui devient presque une habitude, un élément du décor. Certains s'y sont habitués, pas nous. Il n'y aura jamais rien de normal dans cette insécurité de plus en plus grande qui frappe de plus en plus fort. Il n'y a rien de normal et d'acceptable dans la hausse des violences faites aux femmes qui ont le malheur de s'habiller selon leurs agresseurs un peu trop court. Il n'y a rien de normal, ni rien d'acceptable quand on est un jeune Français dans le fait d'être agressé gratuitement parce qu'on a emprunté la mauvaise rue, le mauvais jour, au mauvais endroit. À La Courneuve, le préfet de police de Paris a été contraint d'annoncer, vous l'avez vu, la sécurisation du commissariat. L'autorité de l'État est tellement effondrée que les pouvoirs publics doivent sécuriser précisément les lieux et les hommes chargés de notre sécurité. L'État est désormais si faible que ses représentants sont devenus des cibles. Quand vous êtes policier, que vous travaillez dans ce qu'on appelle pudiquement un quartier sensible, vous êtes une cible. C'est cela la réalité de la France en 2024. Et permettez-moi de dire en votre nom à tous, de le dire, de l'affirmer et de le redire. Le Rassemblement national se tiendra toujours, du côté de nos policiers et de nos gendarmes. Car précisément, nous avons un respect infini, et je le dis ce soir, pour tous ceux qui mettent leur vie en danger pour protéger celle du peuple de France. J'affirme ce soir des principes de bon sens, mais il n'y a pas, et il n'y aura jamais avec nous d'excuses ou de circonstances atténuantes au fait de s'en prendre à l'intégrité physique d'un fonctionnaire de police, d'un pompier, d'un médecin ou d'un gendarme.
Ces actes quotidiens dans notre pays sont inexcusables, inadmissibles et doivent appeler aux sanctions les plus fermes. Quand on s'en prend aux policiers, on doit faire un séjour en prison ferme et sans remise de peine. Quand on s'en prend à un policier ou à un gendarme, on ne devrait plus pouvoir toucher d'allocations familiales parce qu'un délinquant ne peut bénéficier de la solidarité nationale. À la loi du plus fort, mes amis, avec nous, répondra la force de la loi. Mais cette insécurité n'est pas seulement cantonnée aux banlieues. Elle s'est étendue depuis bien longtemps aux villes moyennes. Elle touche nos territoires ruraux et nos villages qui pensaient être préservés. Elle touche Montbéliard, elle touche Besançon, elle réduit vos libertés quotidiennes et la tranquillité à laquelle chaque Française et chaque Français a droit. Vecteur majeur de l'insécurité, l'immigration de masse légale et clandestine provoque partout en France la constitution de poches communautaristes qui s'étendent en villes entières, avec des populations qui n'assimilent plus nos codes, nos modes de vie, nos valeurs, et pire parfois, qui cherchent à nous imposer les leurs. Cette situation nous le disons depuis des années, n'est ni acceptable ni tolérable. Le phénomène migratoire a conduit dans ces élections européennes à la constitution d'une liste ouvertement communautaire, et je veux vous en parler parce que je pense qu'on ne mesure pas assez la gravité de la situation. Cette liste communautaire, mes amis, c'est celle de la France insoumise, qui a choisi d'intégrer en son sein et d'intégrer sur sa liste une personnalité, une candidate qui soutient ouvertement le mouvement terroriste du Hamas. Cette réalité, mes amis, que peu de Français ont perçue à ce jour, agit pour nous comme une sommation, celle de ne jamais baisser la garde devant la montée incessante de l'idéologie islamiste, celle de ne rien céder à ce totalitarisme du XXIe siècle qui menace l'Europe et qui a fait couler trop de fois le sang de nos compatriotes. Alors, dans ces élections européennes, et je l'ai dit ce matin sur France Info, je serai le candidat de la raison en matière d'immigration après des décennies d'excès. Je suis et je serai le candidat de la France qui ne peut plus prendre sa part, comme ils disent. Face à la poussée sans précédent de l'immigration clandestine partout en Europe, je défendrai une idée simple, la double frontière, c'est-à-dire, en d'autres termes, des portes à la maison France et un portail aux frontières de l'Europe. Nous militerons pour transformer Frontex, dont Fabrice vous a parlé, afin qu'elle devienne une véritable agence de protection des frontières extérieures de l'Europe et cesse de se comporter comme une hôtesse d'accueil pour toutes les migrations du monde. La double frontière, c'est une double sécurité pour les peuples d'Europe. C'est l'assurance de défendre enfin nos identités. Nous refuserons catégoriquement le pacte pour les migrations, défendu par Mme van der Leyen et M. Macron, qui impose à la France, tenez-vous bien, d'accepter des migrants dans ses communes sous peine de sanctions financières. Enfin, il faut rendre notre pays moins attractif pour une immigration que je considère être une immigration de guichet social. Ce matin, sur France Info, j'ai eu l'impression, au milieu du plateau, de briser un tabou en affirmant que la France n'avait pas vocation à entretenir toute la misère du monde et que les aides sociales et les allocations familiales devaient être réservées aux citoyens de nationalité française. Quoi de plus normal
Quoi de plus normal que de réserver en France les fruits de la solidarité nationale aux citoyens français? Il est temps de saisir le peuple français sur la question de l'immigration, car sur ce sujet, lui seul a été lucide depuis des décennies. Il est temps de rendre aux Français la parole et de permettre au peuple de France de reprendre le contrôle de son destin. Puisqu'Emmanuel Macron refuse obstinément d'organiser un grand référendum sur ce sujet, alors je dis aux Français, profitez des élections européennes du 9 juin, faites-en un grand référendum et donnez votre avis sur la politique d'immigration en France et en Europe. Après avoir évoqué cette dépossession ressentie douloureusement par le peuple français et par tous les peuples d'Europe, après avoir esquissé les moyens d'y faire face, je voudrais vous parler du déclassement et de l'autre grand pilier de notre campagne que je considère être un sujet majeur aujourd'hui dans le quotidien des gens, celui du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, porté par Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle, c'est la grande préoccupation du quotidien pour des millions de Français et pour des millions de familles, chaque matin, chaque jour, chaque soir. L'angoisse des fins de mois n'a jamais été aussi forte. L'inflation grignote mois après mois votre pouvoir d'achat et réduit par conséquent la valeur de vos efforts. Face à ces difficultés, je tiens à rappeler que la première décision de Gabriel Attal comme Premier ministre a été d'augmenter les tarifs de l'électricité de 10% dès le 1er février 2024. Puisqu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, il nous a également appris qu'en juillet 2024, les tarifs du gaz augmenteront eux aussi à nouveau de 10%. Voilà comment celui qui prétend défendre les classes moyennes protège votre pouvoir d'achat en vous accablant de taxes supplémentaires. Parce qu'ils n'ont pas le courage de remettre en cause leurs propres dogmes, en touchant aux règles européennes de fixation des prix de l'énergie. Ils vous font payer à vous l'addition de leurs erreurs et de leur impuissance. Ils laissent donc Bruxelles décider à votre place. Ils laissent donc Bruxelles remettre en cause la force de notre parc nucléaire, et c'est vous qui subissez, et ce n'est pas notre vision de ce qui est juste et bon pour les Français. Dans ces élections européennes, je souhaite, moi, m'adresser à la France du travail, à la France silencieuse, à la France du mérite, à tous ceux qui comptent d'abord sur eux-mêmes, à leurs efforts pour s'en sortir, à tous ceux qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Je veux, dans ces élections européennes et dans le temps qui vient, m'adresser à cette France qui étouffe, mais qui exprime sa colère pacifiquement, sans détruire, sans hurler, sans caillasser. Je veux dire à ces millions de Français dignes qu'une autre voie est possible et qu'il n'existe aucune fatalité à la crise du pouvoir d'achat. Il n'y a pas de fatalité aux règles européennes de fixation des prix de l'énergie dont les Français sont spoilés, qui ont été responsables de l'explosion des factures. Voilà 2 ans précisément que ces règles ont démontré leur échec, et pourtant rien n'a changé. Voilà 2 ans que chaque année, c'est plus cher, et pourtant rien ne change. En 2 ans, cette hausse artificielle des prix de l'énergie a appauvri les peuples européens. Elle a conduit à la désertification industrielle du continent. Elle a jeté dans la détresse nos artisans boulangers, confrontés à des hausses de prix délirantes, x3, x5, x6, parfois x8, comme me le confiait il y a quelques mois un boulanger rencontré dans la Marne. Ces règles absurdes, décidées à Bruxelles, conduisent au déménagement de nos industries vers l'Asie ou vers les États-Unis, détruisent nos emplois et, bien sûr, empêchent la création de richesses. Elles enrichissent au contraire nos concurrents directs et pourtant, 2 ans après, rien n'a été fait pour les modifier. Rien n'a été fait parce que la Commission de Bruxelles prône désormais une stratégie de décroissance au nom d'une vision fausse de l'écologie et que tous les prétextes sont bons pour empêcher la France de produire et de consommer. Ces règles absurdes de fixation des prix de l'énergie
nous en sortirons. Nous retrouverons les tarifs raisonnables du nucléaire français sur lequel la France a bâti sa puissance. Le nucléaire, c'est bon pour les citoyens, c'est bon pour les familles et c'est bon pour la compétitivité des entreprises de France. Ces règles européennes bureaucratiques et absurdes procèdent de la même logique de décroissance que l'empilement des normes, dont celle portée par le pacte vert et qui a été au cœur des revendications du monde agricole. J'ai vu que les macronistes et que la candidate d'Emmanuel Macron dans ces élections européennes se félicitaient d'avoir voté en faveur du pacte vert et se réjouit de ses résultats. Elle répète à longueur de plateau qu'elle est fille et petite-fille d'agriculteurs. Peut-être ne passe-t-elle pas suffisamment de temps avec nos agriculteurs pour constater l'échec des votes et de la politique qu'elle mène à Bruxelles. Quels sont les résultats de ce pacte vert? Les résultats de ce pacte vert, ce sont des milliers d'agriculteurs descendus dans les rues parce qu'ils n'arrivent plus à travailler et à vivre de leurs efforts. Des milliers d'agriculteurs que nous pouvons applaudir ce soir, en colère, parce qu'ils ne peuvent plus travailler dignement, en colère parce qu'ils ne peuvent plus dignement faire vivre leur famille, parce qu'on leur impose des contraintes irréalistes, pardonnez-moi, qui viennent d'en haut, tout en les mettant en concurrence en bas avec des produits venus du bout du monde. Comment peut-on dire à nos agriculteurs de respecter un cahier des charges aussi drastique pour ensuite les mettre en concurrence avec des produits venus de la terre entière et qui ne respectent pas les normes qu'on leur impose? Ce que la crise agricole a révélé aux yeux de tous et aux yeux de tout le peuple de France avec une force inédite, c'est aussi ce que subit notre industrie. Ce département où nous nous trouvons aujourd'hui est profondément lié à l'industrie automobile, notamment de nos jours avec l'usine Stellantis de Sochaux. Dans l'automobile, l'asphyxie des normes, les décisions irréalistes de la Commission de Bruxelles, c'est par exemple l'interdiction dès 2035 de la vente de véhicules thermiques au profit du tout électrique. Vous en conviendrez, c'est un bouleversement considérable, un coup dur porté au pouvoir d'achat des Français, car les véhicules électriques coûtent en réalité bien plus cher. C'est un changement d'une ampleur absolument inédite pour l'industrie automobile. Et pourtant, il a été décidé par quelques personnes inconnues du grand public, par des technocrates dans le secret d'un bureau de la Commission de Bruxelles, très loin de ce que vivent les Français. Au fond, dans l'Europe de Macron et son lot de normes empilées, son libre-échange dérégulé, notre économie subit. Notre économie souffre d'un grand fléau, celui de la concurrence déloyale. Mais notre économie souffre également d'une maladie qui fragilise nos entreprises et qui désespère des millions de Français, c'est la maladie bureaucratique. La maladie d'une économie confrontée aux décisions brutales, prises d'en haut, sans concertation, à Paris ou à Bruxelles, au détriment des acteurs de l'économie réelle. C'est une forme d'arbitraire qui peut décider de vie ou de mort sur une usine, sur une entreprise ou sur une activité. C'est la maladie des innombrables nouvelles réglementations, des nouvelles législations, des nouvelles taxes que les Français, que nos familles et nos ménages subissent. Quand une usine ne peut s'installer ou s'agrandir parce qu'une nouvelle norme prétendument écologique interdit son élargissement, c'est tout le territoire qui subit le déclassement. Face à la prolifération des normes bureaucratiques, nous portons l'idée centrale de la simplification de notre économie. Je l'ai dit récemment lors d'une réunion avec des chefs d'entreprise cette semaine qui sont le poumon économique de notre pays. La simplification, c'est l'autre nom de la confiance en économie. Nous entendons, nous, au Rassemblement national, bâtir une société tournée vers l'avenir. Une société qui valorise votre travail, une société qui valorise l'entrepreneuriat, la responsabilité, qui ne considère pas l'entreprise comme un objet suspect, mais comme un collectif de talents qui crée de la valeur. Une bonne économie, et vous avez vu tout au long de la semaine les résultats piteux des Mozart de la finance,
Une bonne économie, ce sont des bonnes entreprises. Des bonnes entreprises qui rémunèrent avec de bons salaires. Une bonne économie, ce n'est ni la brutalité sociale des macronistes, ni la vengeance sociale des mélenchonistes. Notre vision de l'économie combine la bonne dose de liberté et la bonne dose de protection. Liberté par l'allègement normatif, protection contre la concurrence déloyale, par le patriotisme économique et la priorité donnée à toutes nos entreprises d'accéder prioritairement et en premier lieu dans la commande publique. C'est le patriotisme économique. Quand l'État passe commande, il doit le faire en priorité, quand c'est possible, auprès des entreprises qui produisent en France avec des emplois français. C'est cela aussi le bon sens. Quand nos cantines scolaires, quand les cantines de nos enfants doivent se fournir en produits alimentaires, qu'elles le fassent d'abord auprès d'agriculteurs français. Il est normal qu'en France, on puisse d'abord manger français dans les cantines des écoles de la République. Face à la bureaucratie européenne, mes amis, et à la brutalité macroniste, j'appelle à un rassemblement de toute la France du travail, qui va du patron de PME, du patron de bistrot, de café, de restaurant, à l'ouvrier, à l'employé, en passant par l'intérim, le boulanger ou l'indépendant. Il est temps que la France des forces vives se rassemble dans la défense de ses intérêts pour le bien supérieur de la nation française. Lutter contre la dépossession, lutter contre le déclassement, retrouver les voies de la fierté française, la conquête économique, la conquête du progrès social, voilà tout le projet et toute l'ambition que nous portons pour notre pays. Au fond, mes amis, ce que nous défendons, ce n'est rien d'autre qu'une certaine idée de la France. Une certaine idée de la fonction politique aussi, une fonction qui implique de la hauteur, du sang-froid, de la gravité et, dans les temps qui viennent, de la responsabilité. Particulièrement de la responsabilité, disais-je, quand il s'agit de la plus éminente fonction, celle de président de la République française. À ce sujet, vous l'avez peut-être vu, le journal Le Monde a évoqué récemment une affaire extrêmement inquiétante. Accrochez-vous. Le 21 février dernier, dans les couloirs de l'Élysée, Emmanuel Macron a affirmé, précise le journal, un verre de whisky à la main, jusque-là, ça n'a jamais tué personne, et d'un air dégagé, qu'il serait, citant Emmanuel Macron, contraint d'envoyer des gars, sous-entendu des soldats français, à Odessa, en Ukraine, d'ici la fin de l'année. Ce sont des propos, mes amis, d'une extrême gravité, tenus dans la plus grande désinvolture. Quand on est président de la République, on ne peut pas évoquer avec un tel dédain un sujet si lourd, car il s'agit ici précisément de la vie ou de la mort de soldats français. Il s'agit ici de la guerre et de la paix. Non, laissez-moi finir. Un président de la République, mes amis, ne devrait pas se comporter comme cela, balayant d'un revers de main des questions aussi importantes qu'inquiétantes. Dans le contexte géopolitique et politique trouble que nous vivons, le peuple français a besoin de dirigeants conscients de leur rôle, du sens de leur fonction, et par-dessus tout des dirigeants respectueux des institutions de la République. Il a besoin de dirigeants soucieux des grands équilibres, qui empêchent encore un monde si inflammable de se consumer dans la guerre. Que l'on s'entende bien, il ne s'agit pas de céder aux menaces de quiconque. Il ne s'agit pas d'abandonner l'Ukraine face à l'agression inacceptable qu'elle subit.
Il s'agit de regarder avec responsabilité quelles sont les options qui se présentent à nous, de se préparer à un monde durablement plus incertain et plus conflictuel, un monde qui précisément nécessite de peser sa parole. Le 9 juin, mes amis, vous aurez le pouvoir, celui d'imposer à Emmanuel Macron des limites, le pouvoir d'instituer à son action des lignes rouges, de lui dire vos inquiétudes. Le peuple est en démocratie le plus puissant des contre-pouvoirs. C'est à lui et à lui seul qu'il revient de sanctionner le président Macron. Comme l'avait dit le général de Gaulle dans la République française, la Cour suprême, c'est le peuple. Rien n'est plus important, mes amis, que le droit sacré du peuple à décider pour lui-même, et nous y sommes très attachés. Je vous le dis donc avec enthousiasme ce soir. Vous êtes quelques milliers ce soir, mais vous êtes majoritaires dans le pays, et vos idées sont celles d'une majorité de Français. Nous sommes en train de constituer cette majorité de valeurs et d'idées en majorité politique capable de rassembler tous les Français. Je vous le dis, mes amis, ce soir, nous allons arriver au pouvoir et nous devons nous y préparer. À ceux qui en doutent, si certains en doutent, je veux leur poser une question. Pourquoi pensez-vous que nos adversaires et les observateurs sont si virulents à notre égard en ces temps? Ils savent au fond d'eux que la politique est une affaire de vagues et que celle qui nous porte est puissante. Ils savent que pour eux, la bataille des idées est perdue et que le temps qui vient sera celui du retour de la France. Ils sentent qu'ils sont en train de perdre du terrain. Et quand ils nous désignent comme des adversaires, voire parfois comme des ennemis, c'est vous, chers Français, qu'ils méprisent et qu'ils veulent décourager. Alors, mes amis, allez voter. Allez voter. Allez voter pour que tous les enfants de France aient un avenir français. Faites valoir votre volonté et dites à nos dirigeants ce que vous avez sur le cœur. Mes amis, si dans ce moment d'expression démocratique, vous n'allez pas défendre la France, alors personne ne le fera à votre place. Si vous n'allez pas voter, si vous n'allez pas dire votre colère à Emmanuel Macron, alors personne d'autre ne le fera à votre place. Si vous n'allez pas dire votre amour pour la patrie, alors personne d'autre ne le fera à votre place. À ceux, mes amis, qui seraient gagnés par le doute ou par la résignation, voire même parfois par l'abstention, je veux leur dire qu'un autre chemin est possible et qu'il n'est pas un rêve inatteignable, et que ce rêve français, nous allons en faire une grande et belle réalité. Nous sommes au petit matin. Nous sommes, mes amis, au petit matin d'une ère nouvelle. Rien ne nous sera donné, rien ne sera facile, rien n'est jamais acquis ou gagné d'avance. Mais nous avons, et vous avez, le pouvoir d'enclencher le cycle du redressement, de remettre la France et l'Europe sur le chemin de la fierté et de la puissance. Ce que nous défendons est plus qu'un programme.
Nous défendons une civilisation et une nation millénaire qui portent le beau nom de France. Alors ce 9 juin, mes amis, ce 9 juin avec nous, la France revient et l'Europe revit. J'ai besoin de vous, je compte sur vous, je serai avec vous jusqu'au bout. Allez voter, vive la République et vive la France!